Lundi 20 février 2017, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le pape François nous invite à mettre en œuvre la révolution de Jésus qui rompt la chaîne du mal. En commentant l'évangile du jour avant l'Angélus dominical de ce 19 février 2017, le pape a expliqué que les ennemis, ce sont aussi ceux qui parlent mal de nous, qui nous calomnient et qui nous font du tort. L'autre jour, renoncer à votre propre vêtement ou à votre propre argent. Ce sont des exemples concrets de l'amour chrétien qui réfute la violence et choisit plutôt la voie de la miséricorde parce que celle de la représaille n'apporte jamais de solution au profit. Tels ont été les mots du pape François à l'Angélus durant lequel il a évoqué la révolution chrétienne, c'est-à-dire la voie de l'amour indiquée par le Christ contre la loi du talion, cette règle antique qui imposait d'infliger aux transgresseurs la même peine qu'il avait fait subir à sa victime œil pour œil, dent pour dent. Et il demande au contraire à ses disciples de ne pas subir le mal, mais de réagir désormais avec le bien pour détacher les chaînes de la méchanceté, de changer le monde et d'être des artisans de communion et de fraternité dans la vie quotidienne. Le mal fondamental n'est rien de plus qu'un vide et vous ne pouvez uniquement le remplir que par l'amour. Ensuite, le pape a insisté sur la différence entre la justice, qui est notre devoir de choisir et de pratiquer, et la vendetta, expression brutale de la haine et de la violence qui n'est jamais juste, jamais nécessaire. Et il a clarifié que réfuter la vendetta ne veut pas dire renoncer à la justice. Enfin, il a noté l'importance du commandement de l'amour pour son prochain, dont parle Jésus dans le passage de l'évangile du jour, insistant sur une demande plus forte et difficile à mettre en pratique: aimer non seulement ses amis, mais aussi ses ennemis dans une perspective magnanime similaire à celle du Père. En effet, l'ennemi est aussi une personne humaine, créée en tant que telle à l'image de Dieu, même si actuellement cette image est obscurcie par une conduite indigne. Lorsque nous parlons d'ennemis, nous ne devons pas penser à je ne sais quelle personne différente et loin de nous. Nous parlons aussi de nous-mêmes qui pouvons entrer en conflit avec notre prochain, parfois avec notre famille. Con il nostro prossimo, a volte con i nostri familiari. Combien d'inimités dans les familles? Combien? Nelle famiglie. Quante? Pensiamo a questo. Pensons à cela. Les ennemis sont aussi ceux qui parlent mal de nous, qui nous calomnient et qui nous font des torts. Et ce n'est pas facile à digérer. Nous sommes appelés à répondre à tous ceux par le bien, qui a aussi ses stratégies, inspirées par l'amour. Le pape François a reçu au Vatican les participants du chapitre général des clercs mariens de l'Immaculée Conception le 18 février dernier. Au cours de l'audience, le pape a souligné que le témoignage chrétien demande aussi l'engagement avec et pour les pauvres. Courage dans le service du Christ et de l'Église pour répondre aux nouveaux défis et aux nouvelles missions, même les plus risquées. Le pape François a exhorté ainsi les clercs marianistes de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, reçus au Vatican à l'occasion de leur chapitre général. En rappelant l'engagement de la congrégation présente dans 20 pays du monde, le souverain pontife a invité à toujours suivre la règle du fondateur Saint Stanislas de Jésus et Marie et à porter en avant le témoignage de foi avec mémoire et attention, en tenant également compte des erreurs du passé. Un témoignage qui est un engagement avec et pour les pauvres, une annonce de l'évangile dans un langage compréhensible et simple. Nous ne sommes pas des princes ni des fils de princes, de comtes ou de barons, n'est-ce pas? Nous sommes des gens simples, du peuple, et pour ça, nous nous approchons avec simplicité devant les personnes simples et devant ceux qui souffrent le plus, les malades, les enfants, les personnes âgées, abandonnées, les pauvres, tout ceci, non? Et cette pauvreté est au centre de l'Évangile, car c'est la pauvreté de Jésus et non la pauvreté sociologique, celle de Jésus.
L'autre défi à affronter est l'inculturation dans des scénarios toujours en changement. Soyez appelés, a dit le pape, à cheminer avec liberté prophétique et un sage discernement, avec des cœurs ouverts pour interpréter les signes des temps et recueillir l'appel d'une humanité en quête d'espérance et de paix. L'installation des autorités intérimaires dans le nord du Mali, prévue par l'accord de paix de 2015 et qui devait débuter samedi à Kidal, bastion de l'ex-rébellion, a été reportée après une contestation de nomination du gouvernement. Selon le ministre malien de l'administration territoriale, le gouvernement malien a décidé de reporter les cérémonies d'installation par souci d'apaisement. Nouveau report de l'installation des autorités intérimaires dans le nord du Mali. D'après les autorités maliennes, cette étape prévue par l'accord de paix de 2015 et qui devait débuter samedi à Kidal a été reportée sine die après une contestation des nominations du gouvernement. Selon plusieurs sources, des mouvements ont protesté vendredi contre certains choix dans la désignation de ces autorités intérimaires, dénonçant notamment l'absence de concertation à travers des manifestations hostiles. Une attitude qui aurait contraint le gouvernement malien à décider de ce renvoi. Pour rappel, les signataires de l'accord de paix au Mali ont établi le 10 février un nouveau calendrier prévoyant l'entrée en vigueur avant la fin du mois de deux dispositions importantes de cet accord aux échéances constamment repoussées. Il s'agit en l'occurrence des patrouilles mixtes et de l'installation des présidents des autorités intérimaires des 5 régions administratives. L'accord de mai-juin 2015 vise à isoler définitivement l'ex-rébellion à dominante touareg des djihadistes qui avait pris en 2012 le contrôle du nord du pays. Un attentat suicide à la voiture piégée a fait 39 morts et une cinquantaine de blessés dimanche à Mogadiscio, la capitale somalienne. L'attaque, qui n'a pas été revendiquée, s'est produite sur un marché du quartier de Ouadadjir. Des échoppes et des petits commerces de ce marché, il ne reste que des débris. Un attentat à la voiture piégée a frappé ce lieu très fréquenté de Mogadiscio, la capitale somalienne, en milieu de journée. Bilan, au moins 39 morts et une cinquantaine de blessés, pour la plupart des civils qui faisaient leurs courses, mais aussi des militaires en faction. L'attentat est intervenu une dizaine de jours après l'élection du nouveau président Mohamed Abdullahi Mohamed, qui a notamment promis de combattre le terrorisme. S'il n'a pas encore été revendiqué, c'est au Chebab qu'il est attribué. La milice islamiste contrôle de vastes zones rurales et mène régulièrement des attaques contre les lieux publics, les militaires et la mission de l'Union africaine en Somalie. En Colombie, dans le but de mettre fin à 52 années de conflit avec les forces gouvernementales et paramilitaires, près de 6 900 membres de la guérilla des forces armées révolutionnaires ont remis leurs armes à la mission des Nations Unies. Ce sont les tout derniers guérilleros des FARC à déposer les armes, parmi eux de nombreuses femmes. En Colombie, près de 6 900 membres de la guérilla des forces armées révolutionnaires se sont ainsi regroupés dans 26 points de rassemblement à travers le pays. En remettant leurs armes à la mission des Nations Unies qui supervise le processus, ils mettent un terme à 52 ans de conflit avec les forces gouvernementales et les paramilitaires. Objectif désormais, préparer leur retour à la vie civile et la transformation des FARC en mouvement politique. Le président Juan Manuel Santos s'est félicité du succès de cette étape du processus de paix, rendu possible par la signature d'un accord définitif avec les FARC le 24 novembre. Il tente actuellement de négocier un accord similaire avec l'ELN, la dernière rébellion active en Colombie. 3 ans après la répression de Kiev, un hommage a été rendu à la centaine d'Ukrainiennes tuées pendant la révolution de Maïdan. Depuis novembre dernier, la foule rassemblée sur la place emblématique réclamait la démission du président ukrainien. Les manifestants contre le président prennent une tournure dramatique, causant ainsi la mort de 100 personnes et une centaine de blessés. Une émotion immense pour ces Ukrainiens revenus se recueillir sur la place de l'indépendance à Kiev et célébrer le 3e anniversaire de Maïdan. À partir du 18 février 2014, les manifestations contre le président prennent un tour dramatique. La répression fera 100 morts et des centaines de blessés. Je ne veux pas, dit Darina, que les gens oublient comment c'était, comment les gens se sont levés, comment ils voulaient changer quelque chose. Ils étaient prêts à tout donner, même leur vie, pour le bien de notre avenir.
La bataille pour l'indépendance continue, ajoute Lior. Je suis heureux que Maïdan n'ait pas abandonné, que la lutte continue, vous l'entendez? On se bat et on va gagner. Depuis novembre 2013, la foule rassemblée sur la place emblématique réclamait la démission du président, car Viktor Yanukovych avait rejeté un peu plus tôt un accord d'association avec l'Union européenne. Les gens sont devenus différents, dit Yuri. Ils ont senti qu'ils pouvaient changer quelque chose dans ce pays. Mais malheureusement, il n'y a pas eu assez de changements ces 3 dernières années. Pas assez de changements et toujours la guerre, non plus sur le Maïdan, mais dans l'est du pays, où s'affrontent séparatistes pro-russes et armées ukrainiennes. L'Ukraine est confrontée au pire regain de violence depuis 2 ans. Le candidat de la gauche, Lenín Moreno, est arrivé en tête dimanche du premier tour de la présidentielle en Équateur. Il s'approcherait de la victoire contre son adversaire de la droite, Guillermo Lasso, dans la course pour la succession de Rafael Correa, selon les résultats partiels. Le candidat de la majorité socialiste est en tête du premier tour de la présidentielle en Équateur. L'ex-vice-président Lenín Moreno, du parti Alliance Pays, aurait recueilli près de 38% des suffrages selon les derniers résultats. Il devrait affronter au second tour Guillermo Lasso le 2 avril prochain, l'ancien banquier, candidat conservateur du mouvement Créant des opportunités et crédité de près de 30% des votes. Dans ce pays où le vote est obligatoire sous peine d'amende, le taux de participation devrait être élevé. Un gage de légitimité pour le futur chef de l'État qui héritera d'un pays pétrolier modernisé mais en crise. Certains accusent le président sortant Rafael Correa, un fidèle du défunt président vénézuélien Hugo Chavez, d'être responsable de cette crise en raison notamment de ses confrontations avec le milieu des affaires. Rafael Correa aura passé près de 10 ans à la tête de l'Équateur après 3 mandats. L'ancien propriétaire de Rustavi 2, proche du pouvoir actuel, veut prendre le contrôle du média dont il conteste la vente en justice. En Géorgie, des milliers de personnes ont manifesté dimanche à Tbilissi, accusant le gouvernement de tenter de prendre le contrôle d'une chaîne de télévision de l'opposition. Pour de nombreux Géorgiens, cela mettrait en péril la démocratie du pays. Des milliers de personnes manifestent à Tbilissi pour défendre la chaîne de l'opposition géorgienne. L'ancien propriétaire de Rustavi 2, proche du pouvoir actuel, veut reprendre le contrôle du média dont il conteste la vente en justice. La Cour suprême doit trancher. Réaction du directeur de la chaîne, membre du mouvement national démocrate, le parti de l'opposition. Nous sommes indépendants, nous sommes critiques et la Géorgie a besoin d'une voix critique. La Géorgie a besoin de liberté de la presse, de liberté d'expression et nous avons besoin de démocratie en Géorgie, affirme Nikak Varamia. Sans Rustavi 2, la démocratie géorgienne souffrira, insiste cette manifestante. C'est pour cela qu'il est important que chaque citoyen défende la liberté d'expression. Je suis ici pour défendre avant tout ma liberté d'expression. Nous avons besoin de maintenir la ligne éditoriale de Rustavi 2. Cette chaîne, la plus populaire en Géorgie, est la seule à soutenir ouvertement l'opposition. Son directeur fut d'ailleurs ministre de l'ancien gouvernement, aujourd'hui dans l'opposition. Une opposition qui n'a pas hésité ce week-end à cesser d'émettre. Merci de votre fidélité à ce programme. À 19h, vous aurez le journal avec Junior Roca. À 20h, le Milan, le ministère du lundi. Moi, je vous retrouve demain pour plus d'actualités.